Alors, gloire à Allah, gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Wow, wow, wow. Alors, une fois de plus, toutes mes excuses parce que on a commencé en retard. J'ai eu, on est venu me faire une surprise pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, vous voyez, personne ne peut dire que Keita, voilà, le jour de ta naissance, on va te souhaiter un joyeux anniversaire parce que je ne l'ai pas voulu. Même quand Facebook vous demande votre date de naissance, mais Facebook et les autres plateformes vous disent, est-ce qu'on peut masquer ou on met à la disposition de tout le monde? Moi, je dis masquer tout ce qui est comme information personnelle. Donc, ce qui fait que vous ne savez pas, mais ça va rester ainsi. Donc, c'est au moment de commencer le direct qu'il est venu à Issamman Gauchou avec un gros gâteau pour me souhaiter. J'étais surpris moi-même. J'ai failli, j'étais sur le point même d'annuler l'émission. J'ai dit, ouais, bon, c'est pas la peine d'annuler, on va continuer. Alors, c'était vraiment intéressant. C'est ça qui donnait un sens à la vie. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Au moins, j'ai lancé mon direct, on vient mettre un gros gâteau devant moi. On dit joyeux anniversaire. Il dit, waouh. Et puis, bon, en même temps, il a fait plein de bénédictions. Donc, alors, que se passe-t-il réellement dans le Sahel? Qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on peut, et quel est le véritable problème au sein de l'AES? En réalité, quand vous regardez, nous n'avons aucun problème, nous, au sein de l'AES. On n'a aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, il y a des puissances. Merci à toi, Christine. Yes, ça c'est Christine, merci beaucoup. Merci pour les... Alors, donc, quand vous regardez, merci infiniment à tous. Je vais faire le maximum d'efforts après l'intervention pour vous répondre. Merci ceux qui souhaitent un joyeux anniversaire. Merci à tous et à toutes. Alors, au sein de l'AES, nous n'avons aucun problème. Pour être honnête avec vous, comme disent les Anglais, frankly speaking, pour parler honnêtement et sincèrement, au sein de l'AES, on n'a aucun problème. Alors, que se passe-t-il? Il se trouve que il y a des présidents maléfiques et sataniques, maléfiques et démoniaques, qui croient que nous devons toujours être soumis à la volonté de Paris. Volonté manifestée en 59 par le général de Gaulle. Merci à Tambouaka, par le général de Gaulle et le ministre délégué Félix Houphouët-Boigny. Les deux ne sont plus de ce monde. Nous n'étions pas encore nés quand Houphouët prenait la défense de la France. Nous sommes nés, nous avons vu Houphouët retourner sa veste, mais aujourd'hui il n'est pas là. De Gaulle n'est pas là. Mais De Gaulle, avant de mourir, a pris le soin de légiférer, de légitimer et de légaliser le vol et le pillage de nos ressources. Cette fois-ci, sous le sceau de l'impérialisme France-Afrique. Non seulement on pille nos ressources, je vous en prie, il faut qu'on s'écoute, non seulement on pille nos ressources, puis on demande à nos présidents de financer les campagnes présidentielles en France. Est-ce qu'il y a plus bête que d'être bête? Parce que si vous ne financez pas sa campagne, s'il est élu, il va faire tomber votre pouvoir. Voilà l'idiot de Charles Blé Goudé. Je le dis, il crie, il vocifère, mais il n'y a rien de bénéfique. Il n'y a rien de constructif.
il n'y a rien de bon qui sort dans les bêtises qu'il véhicule. Il croit qu'il connaît tellement. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais vous donner un détail technique. Mais avant, écoutons ça d'abord. Malgré une injection de plus de 1,5 milliard de dollars pour rejoindre la banque du groupe des BRICS, l'Algérie voit son projet d'adhésion à cette organisation échouer définitivement. Lors d'une récente conférence de presse à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a abordé l'élargissement des BRICS, mais dans un sens inattendu pour la plupart des observateurs. Selon l'agence de presse TASS, il aurait déclaré, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, que concernant les perspectives d'expansion des BRICS, à ce stade, tous les pays membres estiment qu'il est préférable de ne pas prendre de nouvelles décisions pour l'instant et... On va venir sur ça, mais on va continuer d'abord sur la bêtise de certains de nos présidents, cette bêtise qui nous a humiliés. Alors donc, je continue. Voilà l'Algérie. Stand by. Voilà des présidents africains qui financent les campagnes présidentielles en France. Malheureusement, quand ces présidents sont élus, ces présidents-là oublient tout de suite qu'il y a eu des valises noires, il y a eu des mains noires qui ont quitté certains pays africains à destination de leur équipe de campagne pour les soutenir et financer leur campagne. Oumar Bongo, je comprends beaucoup mieux aujourd'hui. Quand j'avais appris que Oumar Bongo, ça c'est depuis les États-Unis, je vous en prie, était atteint du VIH-Sida et qu'il avait contaminé la fille de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo Brazzaville, une très belle fille. Je vous jure que j'ai vu sa photo. Elle a été mariée traditionnellement à Oumar Bongo, une très belle fille qui avait un diplôme, je crois qu'elle a fait ses études où là. Comment on peut avoir une fille, enfin, une femme pareille, et encore vouloir s'amuser à les prostituer? C'était la vie de Oumar Bongo, malheureusement. Quand la maman de ses enfants-là l'a fatiguée, elle est devenue chanteuse. Donc pour se venger, il a marié une très belle jeune fille, la fille de Denis Sassou Nguesso, du Congo Brazzaville. Mais ça ne l'a pas suffi, il continuait de s'amuser avec les femmes. Mais ce qui était dangereux, Oumar Bongo a oublié quelque chose. Il avait une faiblesse pour les femmes. Mais en même temps, c'est lui, le seul président africain qui imposait sa volonté au président français. Chaque fois, jusqu'à sa mort, il n'y avait pas de gouvernement français qui était formé si Oumar Bongo n'avait pas au minimum choisi entre 8 et 10 ministres. Vous avez bien compris. Entre 8 et 10 ministres, il choisissait toujours. Et avant que ces ministres ne soient confirmés, il les recevait. Il venait à Paris. Alors, la question c'était de savoir est-ce que Oumar Bongo était le président du Gabon ou bien il était le président de la France. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Une très belle femme. Mais malgré ça, Bongo s'amusait toujours. Vous voyez la vanité de l'argent? Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un ceci ou cela. L'argent, le pouvoir, faire ressortir qui vous êtes. L'être véritable qui sommeille en vous, dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère, quand Dieu vous donne un peu, alors il laisse cet être-là sortir. Maintenant, il vous appartient de canaliser le loup qui est caché en vous
la bêtise qui est cachée en vous, ou tout simplement de faire ce que vous voulez. Bongo n'a pas su contrôler, il s'est laissé aller. On sait ce que ça a donné comme conséquence. Puisque les Français avaient peur de Bongo. Bongo était devenu le serpent qui, sous les feuillages, était devenu un sabelebele. On dit le serpent pour grossir, c'est sous les feuillages. Bongo était devenu trop dangereux pour la France. Il y a des décisions importantes qu'on ne pouvait plus prendre en France sans consulter Bongo. Tu le fais, il te fait regretter. Et Bongo était devenu une menace pour la sécurité nationale. On ne pouvait pas faire de coup d'État, puisque il y avait une direction de la DGSE qui était installée au Gabon. Et lui-même, Bongo, avec sa fille Pascaline, c'est eux qui étaient informés. Donc, la DGSE qui avait son bureau, le deuxième bureau au Gabon, pour piloter les déstabilisations en Afrique à partir du Gabon, la DGSE travaille directement avec Pascaline, la fille de Bongo. On ne pouvait pas faire de coup d'État à Bongo. Il fallait tout simplement tuer Bongo, mais sans éveiller les soupçons. C'est là qu'il a été contaminé. Et quand il a su qu'il avait le VIH-Sida, il a su tout de suite que c'est la France qui l'avait éliminé. À 26 jours de la présidentielle américaine, il a su tout de suite que les femmes qu'il recevait, il y a une qui avait été, on a infecté une du VIH-Sida pour le contaminer. Mais comme il est tellement bête, tu couches avec les gens, tu te protèges pas à ton âge, alors que tu as des grands enfants, tu as une femme. Voilà comment Bongo est mort. Vous connaissez la suite, comment Ali est venu. En réalité, c'était pas Ali qui devait venir au pouvoir, c'était Pascaline. C'est pourquoi elle et Ali, il y a eu toujours cette guerre, parce que Bongo l'avait préparé Pascaline, Bongo n'avait pas préparé Ali. Et c'est la femme de Bongo aussi qui a piégé Bongo, comme la femme de Blaise Compaoré qui a piégé Blaise Compaoré. Alors donc, aujourd'hui dans l'AES, on essaie de nous faire croire que la France-Afrique n'est plus. Oui. Quand vous regardez dans les faits, les mallettes, je répète, les mallettes ne circulent plus entre l'AES et la France, c'est une certitude. Mais, il y a quelqu'un qui veut ressusciter Bongo et devenir ce Bongo-là. Les gens n'ont pas compris réellement qui est Alassane Ouattara. Quand Ouattara se présente comme étant héritier d'Oufoué, c'est un mensonge caractériel, un mensonge pathétique et pitoyable. Alassane Ouattara a toujours envié Omar Bongo. C'est pourquoi il s'était impliqué dans l'élection présidentielle. Au Gabon, c'est pas cette élection qui vient de se passer là, non? L'avant-dernière élection présidentielle, là où le mari de la ministre, là, mère d'Odjene, là, il a joué les médiateurs à tout. Parce que ils ont attrapé des Ivoiriens qui étaient logés. Des Ivoiriens qui étaient logés. Est-ce que vous voyez? Alors, Bernard, tu vois, donne-moi une seconde. Moi, j'aime les petits bâtards comme ça, là. Tu viens? Il dit, menteur. Mais tu vois que tu es bête. Cet argent-là, pourquoi tu ne le donnes pas à tes parents? Acheter les unités, les forfaits, et venir écouter un menteur. On dit, il n'y a pas plus bête que celui que tu crois qui est bête, mais tu le suis. Tu viens? Tu vois, quand vous croyez que vous êtes un peu intelligent, vous dévoilez votre idiotie. Je vais pas te bloquer. Je vais laisser la merde que tu es, le raté et le dévergondé que tu es, écouter. Parce que moi, là, je dis toujours ici, les personnes que je classe, je ne m'amuse jamais à les regarder. Même quand on m'envoie le lien, je supprime le lien. Parce que je dis ça, il ne m'apprend rien. Menteur, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais voilà un petit bâtard qui est là. Un raté,
qui prend son argent avec son téléphone de merde, je suis sûr que c'est un vieux téléphone minable. Tu vois, quand tu me regardes, regarde la beauté, regarde le teint, regarde comment je suis habillé, regarde comment je suis élégant, regarde la qualité de l'image, la qualité du son. Est-ce que Dieu peut faire cette faveur-là à un menteur? Mais il faut que tu sois bâtard pour venir ici et puis dire ça. Mais puisque tu ne peux pas changer grand-chose, rends-toi service, utilise ton argent pour aider tes parents qui vivent dans la misère et la pauvreté absolue en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as besoin de venir m'écouter? Tu vois, quand tu viens, quand tu viens puis tu me regardes, ce que je porte, là où tu as assis, la même caleçon que tu as porté là, c'est percé. Bernard, chaussures que tu as porté là, ça sent. Ta bouche là, tu l'as même pas lavé ça correctement le matin. Je sais même pas si tu dois bien manger ce soir pour dormir ou pas. Mais pourquoi tu veux perdre ton temps à écouter quelqu'un comme Guida? Quand tu me regardes, et toute ta famille réunie, jusqu'à la 5e génération, qui peut être comme celui qui est là? Quand tu me regardes, est-ce qu'on est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Les gars, vous allez rater de... Alors, donc quand vous regardez cette réalité, cette réalité dans le Sahel, voilà Ouattara qui dit, je suis héritier de Fouet. Mais en même temps, réfléchissons un peu. Tu es héritier de Fouet? Oui, parce que Fouet, d'une certaine manière, a travaillé avec la DGSE. Il a travaillé avec De Gaulle. Il a travaillé avec la plupart des présidents français jusqu'à ce qu'il meure lui-même en 93. Il a participé dans des opérations de déstabilisation. On va pas tout citer, mais Blaise Compaoré était un exemple parfait. Ouattara vient, il sait, il n'est pas aussi bête. Il paye des conseillers politiques à des millions de francs. Il paye des gens pour l'orienter. Il n'écoute pas tout le monde, ça c'est clair. Mais il y a des gens qui l'écoutent. C'est le même Ouattara, je vous dis pourquoi il les écoute. C'est le même Ouattara qui a dit en 93, j'ai envoyé l'article 7 de la Constitution à Paris, à l'Élysée, pour qu'à l'Élysée, on me fasse une interprétation. Donc, je vous demande pardon. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Il y a des petits bâtards ici, c'est pas leur place, mais il faut les laisser. De temps en temps, je vais leur dire comment ils ont été conçus dans la malédiction et comment ils vont périr dans le maléfisme absolu. Si vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un, vous ne pouvez pas contredire la personne, vous ne pouvez pas vous opposer. À quoi votre vie a servi? Moi, je m'oppose à Ouattara. Ouattara voit mon visage. Je dis à Ouattara ce que je pense. Mais je suis là. Alors, je vous rappelle, pour comprendre pourquoi cette histoire de Ouattara dont Chris Yapi nous parle, on va essayer certainement d'écouter une enquête de Chris, mais on va aller un peu plus loin. Je vais vous amener en 93. En 93, quand la mort de Fouet a été annoncée, normalement, 2 personnalités devaient être côte à côte pour annoncer la mort de Fouet. Et l'une des personnalités devait saisir, je crois, soit, je sais pas à l'époque si c'était la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel, pour constater ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. Mais la malhonnêteté, la jalousie, la haine, l'ingratitude, l'hypocrisie a empêché Alassane Ouattara de faire ce qui devait être fait. Il aurait dû appeler Bédié, puisque quand la maladie de Fouet s'est déclarée, juste après les élections,
c'était en 91 à peu près, il a fait à peu près 2 ans, 3 ans à la tête de la Côte d'Ivoire et Premier ministre. Donc c'est lui qui gérait véritablement le pays. Et en 92, quand l'ordre avait été donné de liquider Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo, c'est Alassane Ouattara qui avait donné l'ordre parce qu'il était le tout-puissant Premier ministre et président par intérim, ce qui, dans la constitution ivoirienne, n'existait pas. Je vais demander aux gens, vous qui êtes sur TikTok, je sais que c'est beaucoup, hein, vous êtes déjà plus haut, à peu près, vous êtes déjà des milliers connectés. Je vais vous demander donnez-moi une seconde, je vais essayer de voir quelque chose si je peux. Sinon, dans le cas contraire, je vais vous demander de faire tout. Et j'essaie de faire le maximum, mais il semble que, alors. Donc, en 93, je reviens. Après les élections de 90, quelques mois après, d'ailleurs, Oufou était malade même, avant les élections de 90. Oufou était malade la maladie d'Oufou, le cancer de la prostate s'était métastasé. Et Oufou a commencé à vivre un peu la douleur du cancer qui revenait. Alors qu'il avait déjà subi plusieurs opérations de la prostate, ça n'avait pas réussi. Bon, ben, si, à l'époque, on était là, peut-être qu'on allait voir Oufou notre Damsa. Parce que le Damsa guérit la plupart de toutes les personnes qui ont acheté notre Damsa par rapport à la prostate. Toutes ces personnes-là, par la grâce de Dieu, sont guéries aujourd'hui. Hein? Bon, c'est la volonté de Dieu ainsi. Alors, donc Ouattara, Oufou se débrouille, les élections sont faites. Le PDC joue le jeu et cache la vérité aux Ivoiriens. Parce que le PDC a sa part de responsabilité. Il ne faut pas tout simplement dire Ouattara, Ouattara. Donc ils ont fait le jeu. Et en 92, quand Ouattara a tenté de liquider Simon Gbagbo et Laurent Gbagbo, c'est là que Oufoué a compris que Ouattara était véritablement une menace réelle pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Oufoué a compris qu'il avait commis une erreur grave parce qu'il s'est laissé manipuler par la France qui lui a imposé Ouattara. À l'époque, il y avait le choix entre Lamine Fadiga, paix à son âme, et Emmanuel Dulot, paix à son âme, qui était le maire d'Abidjan, je crois, Emmanuel Dulot. Les deux étaient des charmants garçons très intelligents. L'autre était le ministre de la Marine, je crois, amiral Lamine Diabaté. Et puis, Emmanuel Dulot, je crois qu'il était le maire d'Abidjan ou le maire du Plateau, quelque chose comme ça. Mais les gens ont sorti les dossiers sur les deux, ils ont déposé sur la table du vieux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que il y a des informations notre première dame, ancienne première dame, elle est encore là, mais j'ai pas envie d'être un peu discourtois vers elle. Donc, il faut écarter les deux. Et il faut être obligé de se tourner maintenant vers la France qui lui dit, mais tu es un Ivoirien. Il faut dire, c'est pas un Ivoirien. J'ai obligé Thomas à me le donner. Il dit, mais si le couple le poste de vice-gouverneur, tu as obligé, tu n'as pas obligé, si les Ivoiriens occupent ce poste-là, il faut le prendre. Il faut le prendre. Avec encore la paix sournoise de Dominique Ouattara, qui a fait tout. Parce qu'entre-temps, pendant ce temps-là, Ouattara était sûr, il n'était pas encore marié. Donc Ouattara était, là, il a fait là, c'est pas le barrage, il était déjà, puisqu'elle était ambitieuse. Elle a vu en Ouattara une opportunité, elle a saisi l'opportunité, vu que son mari était mort. Alors, en 92, Oufoué découvre un véritable monstre, Alassane Ouattara, un criminel sans foi ni loi. Oufoué appelle Fologo, il dit Fologo, pardon, j'ai commis une erreur. Ne permettez jamais, ne permettez ni au bureau politique, ni, qu'est-ce qu'on a dit, oh merde, il y avait le bureau politique, et puis il y avait le comité, quelque chose comme ça, là. Il dit, opposez-vous par tous les moyens, Alassane Ouattara ne doit pas être président. Fait appliquer la constitution Fologo. C'est là d'où est parti ce fameux problème entre Ouattara
Il faut dire, regardez, je vous en prie, vous qui suivez, vous êtes les idiots, là, les boutons bêtes, là, les enfants ratés, là, des parents ratés, là, avec éducation ratée, pervertis dans la moelle, pervertis dans la conception. Vos oreilles sales, là, ouvrez pour écouter. Il faut dire à Fologo, je fais pas confiance à Ouattara. Respectez la Constitution. 92, il m'a montré le 18 février 92, si je me trompe, s'il y a des Ivoiriens là, rectifiez-moi par rapport à la date. C'était le 18 février 1992. Oufou n'était pas encore mort. Mais Oufou était incapable de gouverner. Pour comprendre pourquoi Ouattara s'acharne aujourd'hui sur l'AES, remontons à l'origine. Remontons à l'origine. Celui qui aujourd'hui est devenu le bras séculier, le bras déstabilisateur de la Macronie maléfique et satanique de la France, il s'appelle Alassane Ouattara. Je vous montre la moralité de l'homme. Parce que quand je vais finir ça, et je vais vous démontrer pourquoi, malgré les milliards qui vont investir entre ses mains pour déstabiliser le Sahel, je le jure sur tout ce qui m'est cher, demain et vendredi, Allah est témoin, Ouattara ne pourra jamais déstabiliser le Sahel. Au regard des informations que je vais vous donner aujourd'hui, marquez la date d'aujourd'hui parce que c'est la date anniversaire de Keïta. Marquez la date d'aujourd'hui. Regardez Ouattara. Moi, je vous ai toujours dit que avant de commencer un direct, je ne prépare jamais un direct pour dire voilà ce que je vais dire, ce que je vais dire. Non. Quand je viens que les images viennent, Dieu commence à organiser dans ma tête. Il y a des liens que j'ai sauvegardés et puis je vais regarder dans les liens pour étayer, pour appuyer mes propos. Ça s'arrête là. Je n'avais même pas su que j'allais parler de Ouattara aujourd'hui. Mais il a fallu un petit maléfique, un petit bâtard ici pour me donner mon sujet. Dieu est bon. Hein? C'est pourquoi on vous dit, ne jetez pas tout ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais là, le bon peut sortir dedans. Le petit idiot là, peut-être s'il avait fermé sa sale gueule, je n'allais pas parler de Ouattara aujourd'hui. Mais comme Dieu est bon et Dieu sait que je n'avais rien préparé. Au moment de commencer, c'était mon anniversaire. On est venu me souhaiter joyeux anniversaire. Et puis il y a un idiot qui sort. Un Dieu dit voilà ton sujet qui est là. Je fais quoi? J'en parle. C'est pourquoi ça va se faire avec une certaine aisance. Donc en 92, 10 février 92, Oufou découvre le monstre qui est Alassane Ouattara. La bêtise humaine qui est Alassane Ouattara. Il dit à Fologo, que le secrétaire général du parti, fait en sorte que la Constitution soit respectée. Et c'est ce que Fologo a fait. En 93, à la mort de Foué. En 93, à la mort de Foué. La même France qui a demandé à Oufoué de prendre Ouattara, la France découvre un autre visage de Ouattara qu'elle ne connaissait pas. La France lâche Alassane Ouattara et la France dit à Bédié, hey, nous là, on soutient la Constitution. Ouattara va te dégager. Bédié dit quoi? Ils disent à la chose à Bédié. C'est l'ambassadeur de France qui dit, hey, si aujourd'hui là, la nuit là, tu n'as pas déclaré que tu es président, tu dors là, demain matin, Ouattara va te prendre chez toi à la maison. C'était ça qui avait été dit. Demain matin, Ouattara va te prendre chez toi à la maison. Bédié tout paniqué, vous avez vu, Bédié vous savez, lui, il allait toujours à Yamoussoukro Taokoro par voie. Comme lui, comme vous faites, ils avaient tous peur d'avion. Le vieux a peur d'avion. Le vieux n'est pas avion, Bédié n'est pas avion. C'est pourquoi ils avaient des Mercedes bien posés là. Bédié prend son cortège, il dit, hey, Abidjan dessus. Au moment où Alassane se rend compte, on dit, hey, Bédié est à la télévision. Alassane dit quoi? Il dit, Bédié à la télévision. Ils n'ont même pas dit au revoir à quelqu'un. Bédié a pris sa voiture, comme il allait à Daokoro. Ils ont foncé à 200 km/h sur Abidjan. 2h03, 2h, 1h45, ils étaient déjà à Abidjan. Ils ont dégagé la voie. Il est passé à ça. Il arrive, directement. Il va à la gendarmerie, je crois que c'est
C'était un bataillon qu'ils ont mis à la disposition des métiers. Ils sont allés à la retraite. Parce qu'on lui a dit, si tu vas à la retraite, ils vont t'arrêter. Donc il allait à El Jalaberi à la retraite. Tout le monde est au courant de cette histoire. Je ne vous apprends rien. C'est les détails importants qui ont échappé à beaucoup de personnes. Je mets ces détails-là en place pour que vous compreniez bien. Quand nous on dit à l'AES que Alassane, malgré ces mensonges qu'il va raconter, sa vie pitoyable, bidable et ridicule, nous on sait qui il est. C'est Oufoué qui a dit à Fologo, après ce qui s'est passé le 18 février 92, Oufoué a dit à Fologo, tu laisses ce monsieur-là être présent en Côte d'Ivoire, c'est fini, tout le travail que j'ai fait, il va détruire. C'est pourquoi Oufoué n'a jamais voulu. Alors, quand vous les idiots, vous venez, les boutons que vous êtes là, vous ne connaissez pas l'histoire d'un pays, vous dites que vous êtes des Ivoiriens, alors que vous ne connaissez rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez même pas comment Ouattara arrive au pouvoir. Vous ne connaissez même pas pourquoi Oufoué n'a pas voulu qu'il soit le président, alors que Oufoué avait toute l'attitude, toute la responsabilité, le pouvoir de le maintenir comme président. Pourquoi Oufoué ne l'a pas fait? Parce qu'il a montré un visage que Oufoué ne connaissait pas en lui. Pendant combien d'années Gbagbo était opposé à Oufoué? Jamais Oufoué n'a dit qu'il faut éliminer physiquement Laurent Gbagbo. Mais Ouattara est allé à l'extrême, éviter, c'est-à-dire éliminer Laurent Gbagbo et son épouse. Je ne parle pas des accidents auxquels il a échappé, mais je parle de ce qui s'est passé un vendredi, le 18 février, le vendredi noir en Côte d'Ivoire, 18 février 1992, où Laurent et son épouse 6 mois étaient sur le point d'être exécutés à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Les bâtards là, vous ne connaissez rien, vous la fermez et vous le dégagez. Alors donc, cette merde de Ouattara, ce menteur, ce voleur, ce criminel de Ouattara, Oufoué l'a refusé. Fologo a fait ce que Oufoué a dit. Mais là, la petite partie que je voudrais révéler pour étayer les propos de Chris Yapi, à l'époque, Chris Yapi n'était pas sur les réseaux. À l'époque, Chris Yapi ne parlait pas. À l'époque, Keïta lui-même ne parlait pas. Puisque c'est quelques années plus tard, après l'élection de Gbagbo, quand bien même que quand à l'élection de Gbagbo, m'a mis la puce à l'oreille, il faut pas rester parce que ça va péter. C'est l'élection de Laurent Gbagbo qui m'a poussé à aller aux États-Unis. Parce que je savais que Ouattara n'allait pas accepter cette élection. Et tous ceux qui me connaissaient, tous ceux qui étaient collègues de travail, amis, j'ai dit jusqu'au point, j'ai un ami, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Ben César. Il était le directeur technique. Il a dit, Cheikh, tu parles trop. J'ai dit, Ben, moi j'ai dit pour moi, je suis parti. J'ai dit, demain matin, vous n'allez plus me voir ici. Quand je disais ça aux gens, les gens pensaient que je plaisantais. C'est après qu'ils ont appris que je suis allé aux États-Unis, les gens disent vraiment il est parti. Et quand la chose de Soura a commencé, puis c'est devenu rébellion, on dit ce gars-là, c'est pas vrai. Il avait dit tout ça. Donc ça cause de ça, il a fui pour les États-Unis. Je n'ai pas fui. Je me suis mis à l'écart pour observer avant de revenir et je suis revenu. Alors, Alassane dit à la RTI que lui, je vais essayer de chercher, parce que souvent quand vous parlez, il y a des petits bâtards là qui sont là, qui n'ont aucune éducation, aucune moralité, aucune culture, aucune histoire, aucune éducation. Ils pensent que souvent quand vous parlez, vous dites du n'importe quoi. Je vais essayer de retrouver les propos d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, devant la primature, appelle la RTI pour dire, je vais démission d'Alassane Ouattara à 93. Je vais voir si je peux retrouver. Parce que les gens, ils parlent, ils savent pas de quoi ils parlent. Je vois pas trop où ça y est. C'est pour remonter, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à retrouver.
Parce que nous parlons ici, quand le président Bédié, quand il allait à la RTI, pour dire, Ivoiriens, mettez-vous à ma disposition. Le lendemain, à 10 heures, Alassane Ouattara, la primature, il dit que on lui fait un mauvais procès. Lui, et c'est un monsieur qui ment, il ment, même devant la mort. Moi, je me pose la question, si Alassane Ouattara, même si, bon, comme il n'aura pas l'occasion de voir Dieu, ça dit qu'il va regarder les anges même de Dieu, là, qui va lui conseiller. Il va dire, vous là, devant eux, Ouattara va mentir. Ça dit que si Ouattara peut, il va dribbler la mort. Si Ouattara peut, il va mentir à la mort. C'est le monsieur qui n'a jamais rien assumé. Il ment comme c'est pas permis. Il dit, lui, il a envoyé l'article 7 à l'Élysée pour que la France lui donne son interprétation de la Constitution. Ça, c'est Alassane Ouattara qui a dit ça, en 93. Il dit, j'ai envoyé l'article 7 ou 11, je crois. L'article 7 ou 11, je sais pas trop, j'ai pas trop en tête, mais je crois que c'est entre l'article 7 et 11. Où on dit, en cas de décès ou d'empêchement du président, c'est le président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, qui devient président. Ouattara dit, lui, il a envoyé cet article-là à l'Élysée pour qu'on lui donne l'interprétation. Cela montre à suffisance à n'importe quelle personne au monde que c'est la France qui tire sur les ficelles. Donc, selon Alassane Ouattara, si l'Élysée lui dit l'article ne permet pas à Bédié d'être candidat, malgré que ce soit les Ivoiriens qui aient voté cette loi. Donc si la France dit qu'elle n'est pas... L'article 11, merci beaucoup. Merci à toi, Toya, merci beaucoup. Donc, si la France dit, selon Ouattara, si la France remettait en cause l'interprétation de l'article 11, qui n'avait pas besoin d'autre interprétation, si la France s'opposait, puisque l'article lui-même contient son interprétation et son application. Donc si la France s'oppose à l'interprétation et à l'application de l'article 11, Ouattara allait faire la guerre à la Côte d'Ivoire parce que la France dit qu'elle ne reconnaît pas. Ça, c'est une réalité que les Ivoiriens ont peut-être compris, mais n'ont pas pris le temps de cogiter sur les ramifications et les dangers d'une telle attitude. Cela démontre à suffisance que nos États, en tout cas certains responsables de nos États, étaient encore des sous-préfets de Paris. C'est-à-dire que Ouattara avait mis la Côte d'Ivoire sous tutelle de l'administration française. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Cela signifie purement et simplement que Alassane Ouattara avait décidé de placer la Côte d'Ivoire sous tutelle de l'administration française. Alors que Ouattara, dans le gouvernement qu'il dirigeait en sa qualité de Premier ministre, il y avait un ministre qu'on appelle ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice. Si quelqu'un doit te donner une interprétation, c'est ton ministre de la Justice. Pourquoi laisser ton ministre de la Justice? Et à l'époque, qui était son ministre de la Justice? C'était Henriette Dagri-Diabaté, qui était maître de conférence à l'université d'Abidjan. Comment Henriette Dagri-Diabaté peut être incapable d'interpréter la loi ivoirienne alors qu'elle-même, elle est maître de conférence, elle est docteur en droit? C'est ce président-là que vous suivez. Et c'est à cause de ce tombe-là que vous avez décapité le petit Toussaint. C'est à cause de ce tombe-là que vous êtes allé verser le sang devant la maison de Bédié. C'est à cause de ce tombe-là que c'est un procureur véreux, malhonnête, ingrat, hypocrite que Dieu va détruire. Vous avez saisi la maison de Soro. C'est à cause de ce tombe-là qui ment. Vous dites que Gbagbo peut pas être candidat. Mais de toute sa vie, quelqu'un qui dit que ma carrière a été bâtie sur l'honnêteté, mais comment quelqu'un qui a bâti sa carrière sur l'honnêteté peut avoir le courage de regarder les Ivoiriens et leur dire
J'ai envoyé l'article 11 en France à l'Élysée pour être interprété. Est-ce qu'il y avait une autre forme d'interprétation que l'article lui-même n'avait pas donné? En cas de décès ou d'incapacité du président à exercer correctement sa fonction, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Est-ce qu'il y a deux types d'interprétation ici? Qu'est-ce qui était ambigu qui méritait l'interprétation? Si vous ne comprenez pas le petit jeu ici, et la France n'a jamais démenti que Ouattara nous a envoyé l'article 11 pour être interprété. La France n'a jamais démenti. Donc, la France-Afrique a toujours existé. C'est la France qui a toujours imposé sa volonté. Le même Alassane Ouattara, c'est le même qui hier, Premier ministre, demandait à la France de l'aider à être président. C'est le même président aujourd'hui, tend la main à la France pour dire je vais détruire le Sahel pour que votre volonté soit faite. Voilà un minable comme président, un hypocrite comme président, un pervers comme président, un indigne comme président. Quelqu'un qui passe de vice-gouverneur de la BCEAO en sa qualité de Burkinabé, qui se retrouve gouverneur de la BCEAO en sa qualité d'Ivoirien. Et il n'a pas un problème de moralité à ce niveau. Il n'a pas un problème de moralité à ce niveau. Et il estime qu'il n'y a aucun problème. Alors, on va continuer. Alors, c'est ce même Ouattara c'est ce même Ouattara, on va revenir ici, c'est ce même Ouattara, une seconde je vous en prie, c'est ce même Ouattara, donne-moi une seconde, c'est ce même Ouattara qui est aujourd'hui utilisé par Emmanuel Macron. Vous avez écouté, Christian Pi a fait une publication où il a mis dans sa publication un cocktail d'intervention d'Alassane Ouattara sur le franc CFA et une intervention d'Emmanuel Macron sur le franc CFA, sur le franc CFA qui doit devenir l'écho. Mais il y a dans la publication de Chris Yapi, il y a un élément qui m'a beaucoup marqué. C'est le caractère financier de l'enquête de Chris Yapi. C'est le caractère financier. C'est le caractère financier. Et là, donnez-moi une seconde, c'est le caractère financier, ça veut dire quoi? C'est pas seulement le caractère financier, mais le caractère économique. Pas seulement financier, économique. Alors, ce caractère-là, c'est quoi? C'est le franc CFA. C'est le franc CFA. Et puis, c'est maintenir la domination française sur notre monnaie. Je vous ai dit, si vous vous rappelez, je vous ai dit, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le retrait des trois pays, Burkina, Mali, Niger, de la zone franc, et moi, je vous ai dit que cela va entraîner une dévaluation du franc CFA. Cela va provoquer la chute
de la monnaie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ils savent que le retrait, je voudrais que maintenant on rentre dans les choses sérieuses. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. Est-ce que vous écoutez bien? Je vais répéter. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. D'accord? Maintenant, là, on rentre dans les choses sérieuses. Je vous en prie, écoutez très bien. C'est maintenant que le vrai direct commence. Ah, Keïta, après 1 heure de temps, c'est maintenant que ça commence. Oui, c'est maintenant que le vrai direct commence. C'est comme ça, Keïta est. Alors, dans l'espace CEDEAO-UEMOA, il y a 8 pays. Et les 8 pays, normalement, dans la vision des présidents fondateurs de la CEDEAO, donc, dans cette vision des présidents fondateurs de la CEDEAO, l'objectif, c'est l'intégration des peuples, l'intégration d'un marché commun avec une monnaie commune pour rendre ces États-là, ces 16 États, plus forts et plus puissants. On n'a aucun problème pour l'intégration des peuples avec une monnaie commune et un marché commun. On n'a aucun problème avec ça. Mais là où il y a le problème, que la monnaie, qui est le nerf de la guerre, que la monnaie ne serve pas de prétexte pour imposer sa vision, sa domination à d'autres États. C'est au regard de ce dysfonctionnement de l'UEMOA et de la CEDEAO que pas seulement le Mali, mais 3 pays de l'UEMOA et de la CEDEAO décident de sortir de la CEDEAO. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que nous sommes en train de sortir? Voilà, il y a le petit bâtard que j'ai cherché là. Donne-moi 1 seconde, je vais le dégager définitivement d'ici. Ce qu'il comprend pas, c'est que regardez comment il est. Il est vilain. Le voilà. Regardez sa photo. Regardez comment il est vilain. Voilà l'homme qui soutient Ado là. Voilà sa photo. Bernard là. Voilà sa photo. Regardez sa photo. Regardez sa photo. Alors, voilà, Bernard, c'est lui qui est là. Regardez, un homme comme ça là. Petit, tu vois, faut pas t'amuser avec Keïta. J'ai à peu près 5 téléphones. Et le minimum de mes téléphones, c'est 900 000 francs CFA. Il dit bien le minimum de mes téléphones. Même celui-ci là, c'est 1 million. Donc, je peux utiliser. J'en ai tellement. Pendant tout ce qui est là, tout ce qui joue, c'est Pro Max. Voilà un quel. Et mon 16 arrive. Ça, c'est 15. Tous ceux qui sont connectés, tout est 15, 15, 14. Il y a le 16 qui arrive. Alors, tu vois, une merde comme toi, tu te caches. Tu peux aller où? Est-ce qu'il peut se cacher? Je fais quoi, les gars? Je le bannis, non? C'est pas ça? Je l'ai attrapé, je le bannis. Bon, visage comme ça, mais je sais pas ce que ça fait dans ma photo. Regardez comme il est vilain. Qui est? Tu es vilain, les Dieu. Attendez, je vais l'effacer pour en partie. Je vais le bloquer pour en partie. C'est ça, là, c'est pas compliqué. Oh. Attendez, ça rentre ici. Bloquer. Bloquer. Voilà. C'est fini. Fermé. Voilà. Maintenant, il faut aller ailleurs. Alors donc, c'est simple. Tu m'insultes, je rentre. C'est moi, je suis administrateur de toutes mes pages. Je rentre. Et puis, je te sors. Tu écris bêtises là. Je rentre et puis je monte ta photo aux gens. Et pas mal de te bloquer. Tu as fait ça avec qui? Tu as fait ça avec moi. Alors donc, Ouattara est celui, je répète encore, celui qui décide avec Macron
Macron dit, comment on fait? Il dit, il faut laisser. Macron, il faut laisser passer. Ils ont cru nous influencer. Ouattara l'a dit. Qu'est-ce que la Russie peut faire pour vous? 11e puissance économique, ce sont les vieilles armes que la Russie va vous donner. Ouattara a dit ça à Boubou Cissé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas les vieilles armes que nous avons. Aujourd'hui, je me rends compte que nous sommes devenus plus résilients. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons déjà fini avec la mise en place de notre monnaie. Un marché commun. J'ai dit aux gens, vous vous précipitez. Allons doucement. Vous avez entendu le président de la confédération, des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta. Vous avez vu sur les antennes des télévisions de l'AES, ORTM, RTB, RTN. Les experts maliens, burkinabés et nigériens ont travaillé. Je vous avais dit quand le Burkina nous avait présenté son premier passeport biométrique avec stockage de données, un passeport à puce, j'ai dit que le Burkina est le premier pays qui va faire le test. Et après, la même compagnie qui a fait pour le Burkina sera la même compagnie qui va travailler sur l'ensemble des 3 pays pour avoir un passeport commun avec un logo, une pièce d'identité commune. Donc, je vous avais dit tout ça. Nous sommes en train de travailler sereinement, doucement, méthodiquement. Pourquoi nous allons doucement? Pour éviter les erreurs de Thomas Sankara, pour éviter les erreurs de Sékou Touré, pour éviter les erreurs de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, de tous ces panafricains qui sont tombés sur les balles assassines de la France-Afrique, de l'impérialisme occidental. Nous allons doucement pour créer un cadre propice de coopération, un cadre propice d'échange, un marché commun, une monnaie commune, un passeport commun, une carte nationale d'identité commune. Éviter que ce qui s'est passé en 59 puisse se reproduire en 2024 ou 2025. Ça veut dire quoi? En 59, la Fédération du Mali a volé en éclats. C'était le Mali, le Sénégal et le Burkina. Ça volait en éclats. L'impérialisme français a travaillé. Vous fouillez à sa part de responsabilité, mais le sens de Dieu le juge là où il est. Alors nos autorités disent, tirons les leçons de ce qui s'est passé. Ne tombons plus dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, très peu d'organisations d'intégration peuvent se vanter d'avoir atteint le niveau que nous avons atteint en si peu de temps. Si les pays ont peur d'une chose, ce sont les échanges d'informations, c'est-à-dire le renseignement. Mais aujourd'hui, nos pays travaillent efficacement avec un centre de commandement intégré pour la gestion des renseignements, la surveillance des terroristes. Est-ce que nous avons empêché le Burkina d'acheter son avion Air Burkina? Non. Je vous ai toujours dit que, regardez l'AES. Il y a des pays, quand ils posent les premiers pas, dites-vous simplement que ce pays-là deviendra le leader dans son domaine. Je vous ai dit que le Niger deviendra le leader dans l'exploitation, l'exploration, la transformation de tout ce qui est produit pétrolier et gazier. Parce que le Niger a déjà une expertise dans ce domaine. Ça sera développé, bien entendu. Le Burkina aujourd'hui, c'est la même chose. Le Burkina a commencé à implanter beaucoup de choses. Et l'avion est là. Le Burkina est parti d'un échec. On aura forcément une compagnie intégrée, mais ça prendra du temps. Le temps pour qu'on travaille correctement pour mettre les ressources et les hommes. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une fois. Je vais vous dire une seule chose. Vous voyez,
Quand vous devez travailler, par exemple, les ressources pour nos États, ce n'est pas un problème. Les 3 pays unis, ça devient facile de financer n'importe quel projet structurant. Mais il faut trouver les hommes capables. Jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim est combattu au Burkina, Assimi est combattu au Mali, le général est combattu au Niger. Mais pour le moment, c'est parce que les gens qui tiennent certaines responsabilités ont bénéficié de l'aide ou de l'assistance ou de la complicité des pouvoirs qui sont tombés. Mais il appartient à nos dirigeants aujourd'hui de commencer à mettre en place une nouvelle élite. Les hommes sont là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont au chômage. Vous n'avez qu'à ouvrir les portes. Si quelqu'un est pris, qu'il soit juge, qu'il soit procureur, qu'il soit patati ou patata, qui ne fait pas son travail, il soit commissaire, il soit commandant de brigade, officier supérieur, comme le capitaine a dit, on te prend, c'est la radiation, c'est terminé. Parce que tant qu'on ne prendra pas les décisions courageuses, on risque de traîner. Et la prise de décisions courageuses, très souvent, les structures de l'État même sont impliquées. Pour moi, je donne un exemple banal, hein. Quand je regarde les contre-performances de notre office radio-télévision du Mali ORTM, et puis je dis c'est mon argent qui les paye, et puis j'écoute le président du Gabon qui dit aujourd'hui c'est terminé. Il casse tous les sous-contrats, il a tout annulé. Tout ce qu'il est comme sous-traitant au Gabon par rapport aux entreprises publiques, il a tout annulé. Il a nommé un militaire à la tête de ces structures-là. Il dit, en temps normal, il faut 6 mois pour avoir un résultat. Non, il a dit comme là. Il dit, toi, je te donne pas 6 mois. Je sais pas s'il lui a dit, je te donne 3 mois, quelque chose comme ça, là, pour avoir les résultats. Tu me renvoies tous ceux qui ne sont pas à la hauteur, et tous ceux qui seront impliqués dans les audits, et tous, tu les renvoies et tous. Il dit, désormais, salaire au Burkina, et autant pour moi, salaire au Gabon, 7 millions, 5 millions, 6 millions, il dit, c'est terminé. Le plafond au Gabon, désormais, c'est 3 millions. Comme salaire. Tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Ça, c'est au Gabon. Un président que je n'apprécie guère, mais que j'ai loué son courage, le fait qu'il ait décidé de s'impliquer. C'est à cela que nous interpellons notre président. C'est une parenthèse. C'est Assimi, comme il le fait aujourd'hui au niveau de l'énergie. C'est pas le seul domaine. Le ministre de l'Agriculture a été démis de ses fonctions parce qu'on a découvert des irrégularités au niveau des engrais. Je connais pas trop le dossier, mais je sais que il a été démis de ses fonctions. Moi, je comprends pas comment le président Assimi Goïta peut démettre le ministre de l'Agriculture de ses fonctions à cause des irrégularités qui ont été établies. Et ce que tout le monde voit au niveau de l'ORTM, le directeur est toujours là-bas, le ministre de la Communication est toujours là. Est-ce que ça, le président ne voit pas qu'il y a anomalie là-bas? Et des gens qui refusent de se remettre en cause, qui continuent toujours à faire les mêmes erreurs. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc, quand nous revenons rapidement par rapport à la monnaie, Alassane Ouattara, il sait que la CEDEAO n'est pas prête, malgré tout ce qu'on va nous faire croire, malgré ce folklore de communiquer, malgré ce folklore d'intervention.
l'éco, la CEDEAO ne va pas rentrer dans l'éco comme ça. Il y a des conditions qui ont été émises. Je ne vais pas prendre le Sénégal, c'est pas le Sénégal seul. Les pays anglophones refusent d'entrer. Normalement, l'éco devait être en circulation depuis 2020. J'ai dit bien depuis 2020. Nous sommes presque en 2025. Ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'aujourd'hui, les gens refusent. Certains pays refusent. On ne veut pas nos devises entre les mains de la France. D'ailleurs, pourquoi la France doit-elle garantir la convertibilité ou se porter garante d'une monnaie? Au nom de quoi et à cause de quoi? Des pays tels que la Guinée, même si son président, parce qu'on a vu une déclaration, le premier ministre de la Guinée a dit que la Guinée ne va jamais rejoindre l'AES. Vous savez, moi je voudrais m'adresser aux populations de l'AES, aux dirigeants de l'AES. Nous n'avons jamais demandé, ni au Sénégal, ni au Tchad, ni au Togo, ni à la Guinée, encore moins au Maroc, d'être membre de l'AES. Je n'ai jamais entendu. Ce que je sais par contre, nos autorités ont toujours dit que la porte reste ouverte. Mais nos autorités n'ont jamais dit que nous souhaiterions avoir tel ou tel. Alors, quand vous voyez les gens font de la récupération, la désinformation, jusqu'au point où le Sénégal et la Guinée se croient en devoir de répondre. C'était une bêtise politique de Ousmane Sonko, c'est pourquoi je n'ai pas jugé utile d'intervenir parce que c'était enfantin de ma part. Enfin, de sa part, pardon. Un dinosaure politique comme Ousmane Sonko ne peut pas tomber dans ce genre de bêtises. Personne ne lui a demandé, personne ne veut du Sénégal au sein de l'AES. Même si nos États étaient prêts à dire au Sénégal d'entrer, nous on va leur dire non, c'est pas le moment. Mamadi Doumbouya, c'est un petit voleur. Même s'il fait pour la Guinée, il a beaucoup trahi son peuple. Nous, on n'est pas prêts à travailler avec un traître comme Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya nous rend la tâche difficile. Assimi Goïta l'a dit. Quand nos bateaux arrivent en Guinée aujourd'hui, pourquoi nous sommes en train de quitter le port de Guinée, doucement, doucement? Parce que ils nous imposent des taux exorbitants. Ils disent ils sont bons au sein de la CEDEAO. Parce que Mamadi a commencé à voler. Et Mamadi veut se faire aimer. Mamadi, il est très malin. Mamadi a des gens qui travaillent avec lui. Mamadi, il est très, très futé, très malin. Il a déjà détruit la popularité de Seydou, Seydou Diallo, c'est ça? Ce gars-là, enfin, à moins que Dieu dise autre chose sur lui, c'est rien en Guinée. Seydou Diallo, voilà. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, est très malin. Il connaît les figures emblématiques de la Guinée. Il connaît l'attachement du peuple guinéen à certaines figures historiques. C'est là-bas que Mamadi Doumbouya va manger son kabato. Il arrive en basin, il s'assoit, il enlève son basin, il lave sa main comme tout le monde, en véritable maniga, et puis il mange le taux avec sa main. Il va s'asseoir dans les cours communes. Il cause avec les gens, il s'assoit par terre, il boitait avec eux. Le monsieur là, il sait faire la communication. Donc, ce qu'ils veulent, les Guinéens ne voient pas. Il réalise des chantiers, il faut le dire aussi, hein. Il faut pas en mentir, hein. Il est bon, hein, Mamadi. Il est bon dans la communication. C'est ce qu'on appelle l'offensive de la communication. Bon, nous, on a dit ici, on voit rien encore. Mamadi lui parle pas. Mamadi est très intelligent. Mamadi sait que les Guinéens, il y a des choses que les Guinéens aiment. Et des choses auxquelles, des symboles auxquels la Guinée s'accroche. C'est là-bas que Mamadi va. Donc, ce qu'ils voient, ça passe. Les Guinéens ne voient rien dedans. C'est quand tu es à l'extérieur, tu sais qu'ils voient. Mais à l'intérieur, les Guinéens ne voient pas ça. Il est très malin, il est très futé. Maintenant, on n'a jamais demandé à la Guinée de venir à l'AES. On n'a jamais demandé au Sénégal de venir dans l'AES. On n'a jamais demandé au Togo de venir dans l'AES.
Parce que si les gens veulent créer ce débat-là, c'est pour créer une tension inutile entre l'AES et la CEDEAO. C'est comme si nous allons pour décrocher des gens à la CEDEAO pour venir au sein de l'AES. Mais tel que les BRICS ont dit, vous avez écouté tout à l'heure, je vous ai fait écouter par rapport à l'Algérie. Les BRICS disent donc pour le moment aucune adhésion n'est à l'ordre du jour. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est toujours été ma position. Merci beaucoup, Selou Dalé Diallo, merci beaucoup à toi. J'ai toujours dit, moi j'ai dit, hey, afin de nouvelles adhésions, laissez ça d'abord. Préparons d'abord. Ayons d'abord un soubassement, une fondation solide. À partir de cela, on va ouvrir la porte pour d'autres personnes. Mais pour le moment, on est en construction. Laissez les gens là où ils sont. C'est ce que j'ai toujours dit moi personnellement. Et c'est ce que nos présidents ils sont là-dessus. Donc nous, on est en train de travailler pour notre monnaie, on est en train de travailler pour notre marché. Déjà, le document administratif de voyage, c'est un acquis. Un passeport commun, une carte nationale d'identité commune. D'accord? La monnaie commune, ça vient. C'est déjà fait. Ce qui explique aujourd'hui cette folie de Ouattara. Ce n'est pas parce que nous on a quitté la CEDEAO que la France est en boule, non? C'est parce que nous allons fermer nos ressources à la France. Quand je dis fermer, en réalité ce n'est pas fermer. Quand je dis fermer, ça veut dire que nous allons imposer nous-mêmes nos prix sur nos matières premières. Vous voulez acheter, ce n'est plus 10%, ce n'est plus 15%, ce n'est plus 30%. On impose nous-mêmes. C'est pourquoi le Mali a créé, ainsi que le Burkina et le Niger, on a créé des sociétés d'État, comme l'a fait la Russie, comme l'a fait la Chine. Vous verrez, ce n'est pas avec l'État du Mali. C'est la société d'État qui est détentrice exclusive sur tout ce qu'il y a comme ressources naturelles dans notre sous-sol. C'est la même chose au Mali et au Burkina. Donc, le Mali, le gouvernement devient arbitre entre ceux qui veulent venir investir et la société d'État qui représente les intérêts des Maliens et de l'État du Mali. Il faut que les gens, parce que ça encore, les gens ne l'ont pas bien compris. Et ça, c'est ce que la France ne veut pas. Donc, la société doit discuter. C'est la société qui va discuter avec les investisseurs. Voilà votre pourcentage, voilà notre pourcentage, voilà. Et c'est l'État du Mali qui sera là comme juge. J'ai vu des jeunes gens sur les réseaux, bon, les jeunes, comme vous les vidéos maliens, qui ont tout mélangé. Ils ont tellement tout mélangé, j'ai dit c'est pas vrai. Bon, j'ai pas voulu parler parce que j'ai pas l'accord, me dit, ah, tu veux montrer que tu connais. En réalité, en créant cette entreprise, le gouvernement du Mali est celui qui va être l'arbitre, qui sera là. Vous venez vers le gouvernement vous oriente vers la structure d'État et le gouvernement joue les arbitres. La société dit, voilà mes conditions. Vous qui voulez investir, vous dites, on a compris, mais est-ce qu'on peut pas? Le gouvernement intervient pour harmoniser les bords entre les investisseurs et la société d'État qui représente les intérêts du peuple malien et les intérêts de l'État du Mali. C'est la même chose au Burkina, c'est la même chose au Niger. La France ne veut pas, l'Union européenne ne veut pas. Nous, on veut à un vil prix. On veut pas. Cette tentative de déstabilisation, le capitaine l'a dit. Il a fait 1h30 d'ora, 1h30 d'intervention, 1h30 pour répondre aux questions des Burkinabés. Des gens qui lui disent, mais au regard de cette tentative de déstabilisation, il dit, mais c'est parce que on sait, si vous voyez qu'il y a eu 116 tentatives d'assassinat contre Ibrahim, posez-vous la question. Combien de tentatives d'assassinat ont échoué contre Assimi Goïta, contre le général Tchani? C'est parce que nos présidents sont sur la bonne voie. C'est parce que nos présidents travaillent correctement. C'est parce que nos présidents sont en train de faire ce que le peuple attend d'eux, qu'on veut les tuer. S'ils faisaient la gabégie, les bêtises, depuis que Doumbia est là-bas, vous avez entendu qu'on a fait tentative de coup de tête derrière Doumbia, parce que Doumbia fait ce qu'on lui demande.
Le général Brice, au Gabon, il fait ce qu'on lui demande. Mais depuis que le général Dibi a retourné sa veste, il connaît lui aussi les soubresauts. Le capitaine l'a dit. Et la presse occidentale le dit, tout en nous donnant raison. Elle dit quoi? Elle dit, depuis que l'AES est créé, le terrorisme a redoublé. Mais réfléchissons un peu. Qu'est-ce que nous on a fait aux terroristes pour qu'ils se révoltent ainsi contre nous? C'est parce que nous avons commencé à détruire les sanctuaires des terroristes. Parce que les présidents, les gouvernements passés faisaient le jeu des terroristes. Et nous avons dit, pas question. Vous sortez hors de nos territoires où on va vous exécuter. Mais quand vous égorgez votre animal et qu'il est sur le point de mourir, regardez comment il se débat, malgré qu'il soit égorgé, malgré que vous savez qu'il peut plus se relever. Si c'est un mouton, si c'est un bœuf, si c'est un poulet, une poule à faire, regardez comment ils se débattent, ces animaux-là. Parce que l'âme est en train de sortir. Et le corps refuse, le corps se bat. Mais c'est ça, nous on a déjà égorgé la France-Afrique. C'est fini. La France-Afrique ne peut plus se réveiller. C'est l'âme qui sort, les pieds qui s'agitent là. Et j'ai vu ça quand j'étais bébé. Hein. Père à son âme, quand mon père égorgeait les bœufs ou les boutons. Souvent il est sur le point même de nous gifler pour dire quitter là. Mais moi je me rappelle, il y a eu l'année où le bouton s'est levé, il veut partir, alors que sa tête ne tenait plus, on l'avait égorgé, ben le bouton a réussi à se mettre sur pied, et puis il est tombé après, il peut pas aller quelque part parce qu'il était déjà égorgé. C'est la même chose. Qui sont les pieds de la France-Afrique? Les déstabilisateurs, ce sont les terroristes. Ce sont les pieds qui s'agitent. Quand faites l'exemple. Tuez un animal, et puis arrêtez-vous à côté. S'il n'y a personne pour immobiliser ses pattes, mais il va vous blesser. Les pieds qui jettent, il jette là, il va vous blesser. Il y a des boutons qu'on a égorgés qui se sont, les pieds ont tapé les gens, cassé des gens ont eu des jambes cassées. Parce que c'est avec la force qu'ils se débattent. Et c'est cette image-là que vous devez garder à l'esprit. C'est ce qui se passe dans le Sahel. C'est ce que nous vivons. Ils sont déjà morts. Ils ne pourront rien faire, ils ne pourront plus se lever. Mais ils se débattent. Pendant combien de temps? On ne peut pas vous le dire. Mais ils se débattent. Mais est-ce qu'ils pourront se relever? C'est terminé. Je viens de vous le dire, on les a égorgés, c'est terminé. La France-Afrique a été égorgée. Le pillage a été égorgé. La mauvaise gouvernance a été égorgée. Le vol a été égorgé. La corruption a été égorgée. Donc ils vont se débattre. Le fait qu'ils se débattent là, est-ce que ça veut dire qu'ils pourront s'arrêter encore sur leurs deux pieds pour faire ce qu'ils veulent? C'est terminé, ils ne pourront pas. C'est parce qu'on les a égorgés qu'ils se débattent. Ils se débattent parce que les terroristes là constituaient leur... Alors, c'est cette image. Je veux que vous retenez l'image du bœuf ou du mouton. Le mouton, il se tient sur quatre pattes. Le bœuf, il se tient sur quatre pattes. Mais vous le faites coucher avant de le tuer. Pas quand il est arrêté. Alors quand il est tombé là, on attaque, on l'égorge. C'est ce qu'on a fait. On a regardé, on a fait tomber le gouvernement. C'est pas ce qu'on a fait. On a coupé la tête. Parce que c'est eux là qui venaient dire, donc si tu coupes la tête là, il va écouter quoi? On a coupé. C'est fini, vous pouvez rien faire. Moi, j'ai une mauvaise façon de couper, d'égorger les animaux. Comment je gorge là? Parce que quand vous égorgez, il y a une petite partie qui reste. C'est pas ça? Il y a une petite partie. Moi, quand je gorge, je fais toi, moi, je coupe et puis j'enlève tout. Ah, c'est la camarade là-bas. Donc, moi, j'enlève la tête complètement. Donc, imaginez, c'est la même chose. C'est la même chose. Le gouvernement, c'est le bouton, ce sont les bœufs. C'est pourquoi on dit à deux boutons. Donc, comme on dit à deux boutons, on va se limiter au bouton. On a fait tomber le gouvernement. Alors, pour faire tomber le bouton, c'est pas une seule personne, c'est beaucoup, c'est les bras variés de la famille.
Vous faites tomber, vous immobilisez les deux pattes, quelqu'un attrape la tête, et puis le vieux, il a le gorge. C'est ça qu'on a fait. On a fait tomber le gouvernement. C'est tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens. On a attrapé les quatre pattes. On a attrapé la bouche. Tu peux pas crier par le haut. On a attrapé la bouche du bouton, et puis on a égorgé le bouton. Mabana. C'est fini. C'est toute la famille. Donc c'est le peuple qui est venu. Maintenant, là, le couteau qu'on a pris pour égorger là, ce sont les militaires qui sont venus, ils ont dit c'est terminé, nous on a pris le pouvoir. Égorger là, c'est la fin du pouvoir. Mabana, il n'y a plus de pouvoir, terminé pour vous. On est là. Maintenant là, quand on a égorgé, non, c'est dit, bon, c'est bon, maintenant il est mort. Donc on libère le bouton. Le bouton, le hard move. Merci beaucoup, game over. C'est pas ça? C'est là maintenant que vous voyez les pieds là, c'est ça. Mais nous on sait qu'ils ont été égorgés, Mabana faut été étouré. On attend la suite. C'est ça la réalité. Maintenant quand ils se débattent là, c'est à nous de faire attention. Toi tu es à côté de ton grand frère, tu dis, ah, ou bien, on vient encore et puis on attrape les pieds là, on attache. C'est ce à quoi les militaires se livrent. C'est ce combat-là. Ce combat, Ibrahim l'a dit, ce sera sans merci. Ce combat, on va le mener jusqu'au bout. S'il s'agit de la survie, il s'agit de notre survie. Il s'agit de notre survie. Faut pas qu'on oublie ça. Il s'agit de notre survie. Qu'est-ce qu'on va décider? Laisser les autres écrire notre histoire ou nous allons écrire notre propre histoire? Maintenant, la CEDEAO s'est terminée. Le prochain combat, c'est quoi? C'est pas parce que on n'entend pas la France parler que vous croyez que c'est fini. Il y a une stratégie en communication où on dit merci beaucoup, Dieu au contrôle. C'est-à-dire, il y a une situation qui est là actuellement. Ils sont de leur côté, hein. Parce que si nous on fait pas attention dans notre communication, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, là c'est ce qu'ils vont dire. Nous on n'est pas là-bas, ça est les terroristes, mais ils nous accusent pour rien quand même. Donc nous ce qu'on fait, on se concentre sur la liquidation des terroristes, la neutralisation des terroristes, mettre les terroristes hors d'état de nuire. Nos passeports, nos cartes biométriques permettront de sécuriser au maximum notre espace. Une fois que ces pièces administratives seront disponibles, y compris les permis de conduire, il faut que nos frontières ne soient plus des frontières poreuses. Tout ça s'est fait à raison, hein, je vous en prie. Aujourd'hui, on ne voit pas peut-être trop. Mais c'est un travail titanesque que nos chefs d'État sont en train de faire. Quelque chose que le monde n'a pas encore expérimenté. Montrez-moi une seule organisation au monde qui est en train de faire ce que nous avons fait. L'Union européenne, on n'a qu'à arrêter ce blague. L'Union européenne, ils ont mis combien d'années pour faire ça? Dans une organisation, vous n'avez pas besoin d'être 1000, 20, 30, 50. Non. Quand on veut nous faire croire que non, dans tous les pays sont les autres. Non. À 3, on peut être un marché puissant, une monnaie puissante, des États puissants, un espace puissant. Plus vous êtes trop, vous risquez d'avoir trop de problèmes bêtement. Moins vous êtes 2, 3, 4, 5 au maximum, vous gérez les problèmes, vous prenez le temps. Je donne un exemple. Si aujourd'hui le Mali a une situation, le Burkina, le Niger vont prendre tout le temps qu'il faut pour accompagner le Mali. Si le Burkina est dans une situation où le Niger, ce sera la même chose vice-versa. On prendra le temps qu'il faut pour accompagner. Mais quand vous êtes déjà beaucoup, regardez les Nations Unies. Elle est dépassée par les événements au Moyen-Orient, en Israël, en Ukraine. Elle ne peut rien, même au Congo.
Regardez l'Union africaine. Elle est dépassée par les événements. On dirait qu'elle n'existe même pas. Regardez la CEDEAO. Elle est inopérationnelle, inefficace. Ça sert à rien d'être beaucoup pour ne rien faire. Mais soyez peu, organisez-vous. Aujourd'hui, quand vous regardez la CEDEAO qui fait 16 pays est incapable de mobiliser une armée tout de suite pour intervenir. La bureaucratie, les tracasseries, la corruption. Mais regardez ces trois pays-là. Déjà, ces trois pays ont leur propre armée, leur propre défense. Ces trois pays ont déjà tout ce qu'il faut. Et la réaction est spontanée. On n'a pas besoin de bureaucratie. Les trois peuvent agir en un temps record. Ce que les trois pays peuvent mobiliser en 24 heures en termes de ressources militaires pour mener l'opération, la CEDEAO ne peut même pas le faire en 6 mois. Avec ses 16 membres. La CEDEAO ne peut pas le faire en 6 mois avec ses 16 membres. C'est cette réalité-là qui, moi, m'amène à dire qu'on n'a pas pour le moment besoin d'un autre adhérent. Les trois pays sont suffisants. Si c'est pour faire enfant, là, si c'est à cause des chiffres, là, hein, alors, tous les hommes de l'AES, on va prendre 4 femmes. On va peupler l'AES tout de suite. Hein? Le chéri, ne vous fâchez pas, hein, c'est dans l'intérêt. Ne vous fâchez pas. Et puis d'ailleurs, ça vous arrange aussi. Donc, il y a beaucoup qui ne sont pas mariés. Donc. On va prendre 4. Donc, les hommes, prenez 4 femmes. On va peupler. Si on prend 4 femmes, on va atteindre 200 millions tout de suite dans 5 ans. 270 ans, on va atteindre 200 millions tout de suite. On prend 5 ans, on prend 4 femmes. Ça va se régler tout de suite. Si on prend 4 là, c'est fini. Sur les 4 là, peut-être, une va faire 1 ou 2. Il y en a qui sont beaucoup féconds, il y en a qui c'est pas compliqué. Il y en a c'est un peu compliqué. Mais, si on part avec la base de 4, on va atteindre les 150 millions tout de suite. Si c'est la population. Donc, je pense que les gens savent quelque chose que nous ignorons encore. Ils ont dû être au courant d'une information capitale. Ce qui crée la panique. Et cette information, pour le moment, elle ne peut être qu'économique et monétaire, c'est tout. Si on a quitté la CEDEAO, alors, déjà que vous avez marginalisé, que vous avez exclu, les gens, vous avez saisi leur compte d'opération. Est-ce que vous croyez qu'ils sont suffisamment bêtes pour vous faire entièrement confiance? Vous avez mis mes bases sur notre argent. Vous avez obligé les banques qui opèrent chez nous à ne pas travailler pour nous. Et vous croyez qu'on ne doit pas tirer les leçons? On doit accepter ça comme ça? Aïe. Aïe. Vous aussi. On est suffisamment mature pour comprendre ces choses-là. Alors donc, le même Alassane Ouattara qui, en 92, voulait liquider Laurent Gbagbo, c'est le même Alassane Ouattara qui, aujourd'hui, cherche à éliminer Ibrahim. Le même Alassane Ouattara qui, en 93, a dit qu'il veut l'interprétation de l'Élysée concernant l'article 11 de la Constitution ivoirienne par rapport à la vacance du pouvoir. C'est le même Alassane Ouattara qui dit qu'on ne doit pas quitter le cercle de la France-Afrique. Le même Alassane Ouattara qui va toujours chercher déjeuner. Parce que ce que vous devez savoir aussi à Paris, quand on dit le président français reçoit un déjeuner, un président africain, ça a tout son sens. C'est là-bas tu vas et puis tu parles. C'est là-bas tu vas et puis on te donne des ordres. C'est là-bas tu vas, c'est pendant le déjeuner que tu fais allégeance. Combien de fois ce vieux gaillard-là de 82 ans, 83 ans a fait allégeance à Macron? Mais Ouattara n'a pas compris une chose. Ce qu'il a fait à Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait au Fou, ce qu'il a fait à BDP à son âme. Nos chefs d'État sont suffisamment aguerris, bien informés et bien au courant de ces pratiques. Et ils savent très bien que chaque fois
qu'un président africain va à l'Élysée pour déjeuner, le président savent toujours que, en réalité, ce déjeuner-là n'est rien d'autre que pour préparer quelque chose. Faure Gnassingbé a été contacté. Je ne sais pas trop ce qu'il a dit. J'ai pas eu le temps de me concentrer sur lui. Patrice Talon, déjà, il s'est mouillé lui-même. Donc, sur le plan stratégique, il peut rien faire. La seule personne qui continue de mentir et de manipuler, c'est Alassane Ouattara. Parce que il a des bases militaires américaines en Côte d'Ivoire et il continue d'élargir la présence militaire française. Donc, il se dit que il peut faire quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure et j'ai juré tout à l'heure qu'Alassane Ouattara ne pourra jamais déstabiliser le Sahel. Je vous le dis, je le confirme. Parce qu'il y a une malédiction qui suit Alassane Ouattara. Avant que Oumar Mariko ne soit, avant qu'il ne fuit de Mali, j'ai fait une intervention. Il était encore là. J'ai dit, toute personne qui va s'associer à Oumar Mariko, Dieu va rabaisser la personne et la personne ne sera rien au monde. J'ai dit, c'est ce qui explique l'échec aux élections présidentielles de Soumaïla Cissé, c'est ça, Soumaïla Cissé. J'ai dit, c'est ce qui explique, la première échec, parce que lui et Raspat s'étaient liés d'amitié pour dénoncer la France. J'ai dit, c'est un monsieur qui porte en lui la poisse, la malédiction, la trahison, la haine, la méchanceté, la jalousie. Aujourd'hui, c'est sur ces gens-là que Ouattara s'appuie pour nous déstabiliser. Les anciens ministres, souvent on donne des valeurs à des gens qui n'en valent pas la peine. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali en Côte d'Ivoire. Les anciens ministres du régime d'Ibeka, ceux qui ont pu fuir et puis se réfugier en Côte d'Ivoire. Ces gens-là qui se réclament opposants à Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Mais si Assimi Goïta se détourne, de la vérité, le premier jour où il va se détourner de la vérité, Dieu va lui régler son compte. Ça, c'est indéniable. Le jour où le capitaine Ibrahim va se détourner de la vérité, Dieu va lui régler son compte. Le jour où le général Tchani va se dérouter de la vérité, Dieu va régler son compte. C'est-à-dire que ces trois présidents-là, c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Ce n'est pas la force des peuples, ce n'est pas la force des réseaux, ce n'est pas la force et la puissance de nos armées. Mais en plus de tout ce que je viens de citer, Dieu lui-même, il a sa main dans la vie de ces trois personnes et Dieu lui-même les accompagne. Pour la simple et bonne raison que c'est un choix divin. La présence d'Assimi Goïta à la tête de l'État du Mali, c'est la volonté divine. Ibrahim, quand vous regardez Ibrahim et Assimi, c'est Dieu qui les a ramenés sur le droit chemin. Ibrahim s'était écarté pour Paul. Après, il est revenu au pouvoir, il dit non, c'est pas ça. Assimi s'était effacé pour Badaou. Il était obligé de revenir. Le général, quand il a eu l'entretien avec ses frères d'armes, il ne voulait pas. Ce qui fait que les gens disaient, on ne sait pas si un coup d'État, pas coup d'État. Pendant 3 ou 4 jours de discussion, il dit, il veut pas. Le général dit, je ne l'ai pas fait, je ne veux pas. C'est le militaire aussi qui a dit, si tu veux pas, le pays va rester comme ça, parce que nous aussi, on veut pas. Parce que si tu as pris le courage, là, seul toi, tu peux affronter. Parce que ce qui vient de voir là, nous, on connaît. Même Moudi, le général Moudi, que beaucoup croyaient que c'était lui, même Moudi n'a pas accepté. Il dit, il veut pas. Il dit, il veut pas. Donc ça, ce sont des hommes que Dieu lui-même a choisis à travers d'autres hommes sur terre. Rien ne disait qu'Ibrahim pouvait damer le pion à Dabeba. Quand Dabeba a commencé cette bêtise-là, il a commencé à renforcer son pouvoir. Donc Ibrahim a pris un risque considérable.
Et Dieu les a accompagnés avec le peuple. Assimi, c'est la même chose. Si Assimi attendait 24 heures, le lendemain, Assimi sera en prison. Et Assimi n'a pas attendu 24 heures. Il est sorti, le peuple l'a soutenu. C'est pourquoi moi je dis avec conviction et fermeté, tant que ceux-là vont travailler pour le peuple, mettre le peuple en avant. Alassane Ouattara est petit, il n'a qu'à envoyer 1 million d'Alassane Ouattara, 1 million d'Emmanuel Macron. Ils ne gagneront jamais dans le Sahel. Jamais. Parce que le Sahel, il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir. Keïta, cette prophétie-là, on nous a pas encore parlé. Si tu suis Keïta tous les jours, cette prophétie-là, dans ses sorties, dans ses prochaines sorties, il va te parler de cette prophétie, il va te développer. Il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir dans le Sahel que beaucoup n'ont pas vu. Mais la prophétie, elle est venue. Je vous donne juste des indices. La prophétie, c'est une prophétie qui a été faite. Dieu a utilisé 2 personnes. Mais je vais me baser sur une seule personne. La première personne, c'était Modibo Keïta, le premier président du Mali. Je ne l'ai pas connu. Merci pour le pouce. Il y a une prophétie. Modibo Keïta pensait que c'était lui qui allait accomplir la prophétie. C'était pas lui. La deuxième prophétie, il y a eu une première prophétie qui est venue du Mali. La deuxième prophétie, c'était Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara savait aussi que lui, il n'allait pas parachever son œuvre. Et personne au monde ne peut prouver que ce que je dis est faux. Mais Ibrahim a brossé un peu. Sankara a volontairement, Sankara s'est sacrifié lui-même pour la cause du Burkina. Beaucoup de Burkinabés ne voient pas ça. Beaucoup de gens pensent à la trahison de Blaise Compaoré. Mais beaucoup ne voient pas que Thomas a décidé de se sacrifier pour le Burkina. C'est là l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire la trahison de Thomas Sankara. Mais quand on vous dit une prophétie, cela ne veut pas dire que c'est demain matin ça s'accomplit, la prophétie prend du temps. La prophétie que Dieu a faite au prophète Abraham, Nabil Ibrahim, ça a pris 400 ans, 450 ans. La prophétie, pour s'accomplir. Dieu dit, tes enfants vont rentrer dans un pays étranger, ils vont rester en esclavage pendant 400 ans. Après, je vais les faire sortir pour les établir. Vous n'avez qu'à regarder le Coran pour comprendre ça. Ça a 400 ans pour que ça s'applique. Ce que moi je vous dis, c'est pas 400 ans, ça remonte déjà à 60 ans là. C'est pas 100 ans encore. La prophétie de Modibo Keïta, c'est ce qui est en train Assimi de fait que marcher sur les traces de la prophétie, mais pas les traces de Modibo Keïta. Beaucoup de gens sont en train de faire des amalgames. Non. Assimi Goïta n'est pas en train de travailler sur les traces de Modibo Keïta, mais Assimi Goïta est en train de marcher sur la prophétie de Modibo Keïta. Ibrahim est en train de marcher sur la prophétie de Thomas Sankara. Le général Tiani, il y a une prophétie qui a été faite aussi, c'était Séné Kouché, je crois. Donc, quand vous prenez Modibo Keïta, Séné Kouché, Thomas Sankara, je vous en prie, on sait de quoi on parle. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si vous n'avez rien dans la tête, ne venez pas ici. Parce que nous sommes des bibliothèques. Nous sommes le baobab de Dieu. Et c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous guide. Merci Mariam. Effectivement, ils étaient en avance sur leur temps. Séné Kouché, Modibo Keïta, Thomas Sankara. Mais pourtant, il y a eu beaucoup de présidents dans ces pays-là. Pourquoi c'est les trois que Dieu a mis dans ma bouche? Il ne faut pas me dire pourquoi. Ce que Dieu n'a pas mis dans ma bouche, comment je veux dire ça? Mais ce que je dis, beaucoup de gens disent, ils marchent sur leurs traces. Moi, c'est pas ce que je dis. Je dis, ils marchent sur la prophétie. En fonction de la prophétie de Modibo Keïta, c'est ce qu'Assimi est en train de faire. Je dis la prophétie de Thomas Sankara. Lui, Thomas Sankara, pratiquement tous les jours, il prophétisait. Attention, les gens ont du mal à comprendre quand on dit prophétie. Beaucoup de gens ont besoin d'être prophète de Dieu pour prophétiser. Arrêtez ça là. Alors, Sankara, il a dit tellement de choses que Ibrahim aujourd'hui, vous n'avez qu'à écouter le premier ministre du Burkina pour comprendre que Ibrahim est en train. Mais
l'accomplissement. Ces gens-là étaient les signes précurseurs, mais ils n'étaient pas ceux qui allaient accomplir cette volonté prophétique. Cette prophétie, c'est pas eux qui allaient l'accomplir. Ils vont l'annoncer. Ils vont vouloir l'appliquer, ils ne le feront pas. Ce sont ces trois hommes-là aujourd'hui qui sont en train d'appliquer ce qu'ils ont eu à dire, comme l'a dit la dame ici, ils étaient en avance sur leur temps. Ce qu'ils ont dit, ce que Modibo Keïta a dit, ce que Sékou Kouti a dit, ce que Thomas a dit, les trois présidents-là marchent dans la droite ligne. Et la CEDEAO, pour donner raison à Keïta, la CEDEAO a trahi tous ses présidents, sans exception. La CEDEAO a trahi, non, pas ses présidents. Quand je dis ses présidents, je vais singulariser. Non. La CEDEAO a trahi tous ces trois pays. Pas tous ces trois pays. La CEDEAO a trahi tous les 16 pays. Parce que c'était pas ça. Cette prophétie, c'est un président, y compris Moussa Traoré, son homologue du Nigeria et du Niger, ont essayé cette prophétie-là. La prophétie n'est rien d'autre. Le général l'a dit la dernière fois, vous aussi. Quand le général est venu au Mali, il a dit quoi? Quand le général est venu au Mali, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le général Ibrahim est venu au Mali, il a dit quoi? Transformer l'AES en une zone de prospérité. C'est ce qu'il a dit. Sa première visite au Mali. Donc cette prophétie est sortie de la bouche de qui? De la bouche du président du Niger. Transformer l'AES en une zone de prospérité. Ce n'est pas Keïta, c'est le président du Niger, le général. Mais le général n'a pas parlé comme ça. Le général a parlé parce que le général, c'est un gars qui est instruit, hein. Il connaît l'histoire de l'Afrique, ce monsieur-là. Ne vous amusez pas avec lui, hein. Lui, il prend pas. Je n'ai jamais vu le général avec une feuille. Le général, je ne l'ai jamais vu en train de lire discours. Peut-être. Mais chaque fois qu'il parle, je prends plaisir à l'écouter. Parce que c'est un véritable orateur quand il parle. Il connaît l'histoire de ce continent. Mais quand il a parlé de prospérité, mais c'est ça le fondement même. Pourquoi on a pu les indépendances si ce n'était pas pour être prospère? Pourquoi on a pu les indépendances si ce n'était pas pour devenir ce qu'on veut être? Donc, l'accomplissement de la prophétie, c'est ça. Eux, ils vont pas tout accomplir, ça c'est une certitude. Mais ils vont tracer les sillons. Ils vont ouvrir les voies et que personne ne pourra fermer. On a tenté de fermer la voie de Modibo Keïta. Il a fallu plus de 50 ans après pour qu'on ouvre le nouveau chapitre de Modibo Keïta. Thomas Sankara, c'est plus de 30 ans après qu'on ouvre la page. Sékou Kouti, c'est près de 40 ans, si je ne me trompe pas, qu'on ouvre la page. Mais cette page-là, cette fois-ci, on va pas la faire. C'est ça que vous devez comprendre, peuple de l'AES. Je ne parle pas par rapport à d'autres personnes. Je parle par rapport à mon peuple. Je parle par rapport à nos trois présidents. Je parle par rapport à l'AES. Parce que pour nous, c'est fondamental. Pour nous, c'est important. On peut pas, bon, vous savez, c'est un peu compliqué quand vous expliquez ces genres de choses. Très souvent, les gens pensent que, bon, chacun est libre d'avoir son opinion, hein. On peut pas empêcher les gens de dire ou de pas dire ce qu'ils veulent. À ce que nous concerne, on fera le maximum pour, voilà. Alors, c'était un réel plaisir pour moi, mais d'ici là, voilà ceci. Nous sommes en période pluvieuse. Et je l'ai dit la dernière fois, tout en lançant un appel à Fatoumata Batouli. Nous lui disons infiniment merci. Pendant qu'elle a pris tout le mois d'août, septembre,
Elle a commencé, je crois, fin juillet, début août, septembre, pour nettoyer. Elle a essayé d'anticiper les inondations. Elle a essayé d'anticiper les pertes en vie humaine, les maladies qui sont liées aux eaux de ruissellement, en déblayant les quartiers, en dégageant les caniveaux, en permettant aux voies d'assainissement, aux voies de circulation des eaux usées, de pouvoir faire correctement le travail en allant retirer de ces caniveaux tout ce qu'il y avait comme blocage, comme déchets. Alors, vous voyez ce qui est dangereux. Regardez ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Imaginez que cette dame, Fatmata, n'avait pas travaillé autant. Elle n'est pas le gouvernement, elle ne peut pas remplacer le gouvernement. Elle fait ce qu'elle a lieu de faire, elle fait pour accompagner, elle fait pour soutenir. C'est pourquoi nous demandons toujours au peuple et aux riverains, à la population malienne en général, celle de Bamako en particulier, chaque fois que les bulldozers du mouvement PICOP passent quelque part, ou chaque fois que les bulldozers de tous les groupes passent quelque part, il est important que dans ces quartiers-là, il y a ce qu'on appelle le follow-up en anglais, ce qu'on veut dire le suivi. Eux, ils passent, vous devez veiller à ce que vos caniveaux ne soient plus des lieux de, c'est-à-dire, deviennent des dépôts d'ordures. Parce que quand les caniveaux sont bouchés, il y a l'inondation. Si l'eau ne peut pas circuler, l'eau va forcément se trouver une autre voie. En ce moment, aux États-Unis, la côte ouest, la côte East Coast, oui, a été frappée par 2 ouragans. Il y a le premier, c'était l'ouragan Hélène, et le dernier là, c'est, je crois, Mélanie, non? L'ouragan Mélanie ou même Mélanie, quelque chose comme ça, j'ai pas de. Mais ce sont des dégâts énormes que ces 2 ouragans ont causés. Nous, on a la chance, on a une dame qui anticipe, qui vient nous aider, qui vient nous soutenir, qui vient accompagner la transition. Nous demandons à la population de s'aider elle-même en soutenant ces actions, c'est-à-dire en faisant en sorte que après le passage, après chaque passage des bulldozers de Fatmata, que ce soit par le groupe Touli ou que ce soit enfin tous les groupes, ou que ce soit un PICO, qu'il y ait un petit suivi de la part des riverains eux-mêmes, que ne permettent plus à ce que les aides domestiques à la maison, c'est-à-dire les jeunes demoiselles que nous prenons souvent pour nous aider, pour aider les épouses à la maison, que elles sachent où il faut verser les ordures. C'est important. C'est fondamental. Merci au groupe Touli de Fatmata Batuli, au mouvement Pico de Fatmata Batuli pour l'œuvre extraordinaire. Ce n'est pas tout. Elle a encore décidé, cette fois-ci encore, d'accompagner énormément, beaucoup d'enfants, les enfants orphelins. Le premier geste a concerné les enfants de parents militaires, orphelins de parents militaires, ceux dont les parents ont perdu la vie au front. Elle est allée au centre social des forces armées du Mali la dernière fois. Elle a remis un lot important et significatif à la direction des œuvres sociales des forces armées du Mali. Je lui dis infiniment merci. Parce que la rentrée scolaire a été repoussée, hein. C'était, je crois, le 1er octobre. Je crois qu'ils ont repoussé pour novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, lié aux intempéries, parce que dans certaines localités, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Dans certaines localités, pourquoi on a repoussé la rentrée scolaire? Bon, dans certaines localités, lorsque la pluie, l'inondation a causé des dégâts, ces personnes-là ont été relocalisées. Hein? J'insiste, hein, ces personnes-là ont été relocalisées au niveau de certaines écoles, au niveau de certains établissements publics. Le temps que on puisse les aider pour pouvoir se reloger.
Donc ces gens-là sont logés dans des établissements publics. Alors vous comprenez que si on doit reprendre l'école et que d'autres ne peuvent pas aller parce que il y a des personnes qui sont logées là-bas momentanément, le temps de mettre un peu de l'ordre. Donc je crois que je ne dis pas que c'est ça, hein, il y a plusieurs raisons, mais nous devons accompagner ces gens-là. C'est pourquoi je dis à ces Maliens-là qui aiment se vanter sur les réseaux sociaux, ils sont dans l'avion, ils vont montrer photos, ils vont faire ceci, cela. Voilà là où Dieu a besoin de vous pour aider. Beaucoup sont aujourd'hui dans les écoles, ils ont tout perdu. La pluie a tout détruit dans leur maison. La plupart, ce sont des personnes qui sont des locataires. Hein? Souvent, les maisons de location, vous savez un peu ce que c'est. Hein? C'est un peu compliqué. Alors donc, je pense que la rentrée a été légèrement reportée. Voilà, donc on s'apprête. Mais entre-temps, nous disons merci à Fatmata qui a commencé déjà à soutenir ces enfants-là, ces enfants orphelins, dont les parents ont sacrifié leur vie pour la survie de la nation, pour que toi et moi, on soit assis chez nous, devant nos enfants, en famille, alors que ces enfants-là, désormais, ne pourront plus appeler quelqu'un papa, parce qu'il a décidé de porter la tenue et prendre la balle à notre place. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais dire suffisamment merci à Fatoumata pour ce geste extraordinaire qu'elle fait, pour ce geste extraordinaire qu'elle continue de faire. Merci au mouvement Ampico et au groupe Touli.